Gerald Blackwell franchissait les lourdes grilles de fer du cimetière d'Oakwood avec une régularité presque rituelle. Chaque dimanche, sans exception, les feuilles d'automne craquaient sous ses chaussures impeccablement cirées. Un bruit sec qui contrastait cruellement avec le silence de pierre qui l'entourait. À 68 ans, ses cheveux étaient redevenus entièrement blancs, sa barbe argentée soulignant un visage marqué par le temps et par une fatigue plus profonde que l'âge. Sous son manteau de laine noire se cachait un homme que le monde considérait comme invincible, un milliardaire. Mais ici, parmi les tombes, sa fortune n'avait aucun sens. 5 ans plus tôt, son fils Matthew était mort à 32 ans. Un soir de pluie, une route glissante, un conducteur ivre, quelques secondes avaient suffi pour lui enlever la seule personne qui donnait encore un sens à sa vie. Sa femme était partie bien avant, emportée par la maladie, laissant Gerald élever seul cet enfant devenu son univers. Père et fils avaient grandi ensemble, soudés par l'absence, par la nécessité de se soutenir l'un l'autre. Puis, tout s'était arrêté. Devant la pierre tombale de granit poli, simple et élégante, Gerald ralentit. Il ressentait toujours ce même poids dans la poitrine, comme si l'air refusait d'entrer pleinement dans ses poumons. Il s'apprêtait à s'agenouiller quand il s'immobilisa brusquement. 2 petites silhouettes se tenaient devant la tombe. 2 fillettes, agenouillées dans les feuilles mortes, leurs manteaux colorés contrastant avec la grisaille du lieu. L'une portait du rouge, l'autre du jaune. Elles se tenaient la main, les têtes inclinées avec un sérieux troublant pour leur âge. Gerald hésita. Il n'y avait aucune colère en lui, seulement une confusion silencieuse. Matthew n'avait pas d'autres enfants dans sa vie, pas de nièce, pas de filleule. Pourquoi ces enfants étaient-elles là? Il fit quelques pas, lentement, pour ne pas les effrayer. Alors il entendit leur voix, douce et parfaitement accordée, comme une prière répétée 1000 fois. « Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir donné la vie. Veille sur notre maman. Elle pense à toi tous les jours. » Le cœur de Gerald manqua un battement. Sauver, donner la vie? Il sentit ses jambes faiblir tandis qu'une question terrifiante et bouleversante naissait en lui. Qu'avait donc fait son fils après sa mort pour mériter de telles paroles? Les fillettes se retournèrent en même temps, comme si un fil invisible les reliait. Leurs regards sombres et sérieux se posèrent sur Gerald sans peur, seulement avec une curiosité tranquille. Pendant un instant, personne ne parla. Le vent fit voler quelques feuilles entre eux, et Gerald eut l'étrange impression d'être entré dans une scène qui ne lui appartenait pas encore. « Monsieur, vous venez voir quelqu'un » demanda doucement l'une d'elles. Sa voix était étonnamment posée pour une enfant. Gerald sentit sa gorge se serrer. « Oui, je viens voir mon fils, Matthew Blackwell. » Il désigna la pierre tombale sans vraiment la regarder. À l'instant où le nom quitta ses lèvres, le visage des 2 fillettes changea. Leurs yeux s'écarquillèrent, puis elles se regardèrent, comme pour vérifier qu'elles avaient bien entendu. La seconde d'après, elles éclatèrent en sanglots, des pleurs profonds, incontrôlables, qui secouaient leur petit corps. Pris de panique, Gerald s'agenouilla malgré l'humidité du sol. « Non, non, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Je ne voulais pas vous faire de peine. » Il ne comprenait rien, et cette incompréhension le terrifiait. L'une des fillettes, celle au manteau rouge, leva vers lui un visage noyé de larmes. Une petite étiquette cousue à son col portait le prénom Sophia. « Vous êtes vraiment son papa ?» balbutia-t-elle. « Le papa de Matthew ?»« Oui, » répondit Gerald d'une voix brisée. « Mais dites-moi, pourquoi parliez-vous de lui comme s'il vous avait sauvé ?» La fillette au manteau jaune, Isabella, essuya ses joues du revers de la manche. Elle inspira profondément, comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose d'immense, parce qu'il nous a donné son cœur et son foie. Le monde sembla basculer. Gerald posa une main sur la pierre tombale pour ne pas tomber. Les souvenirs revinrent en rafale. L'hôpital, les formulaires signés machinalement, la décision prise dans un état de choc total. Matthew avait voulu être donneur d'organes. Gerald l'avait respecté, sans jamais chercher à savoir ce qu'étaient devenues ces parties de son fils. La douleur avait été trop vive, trop insupportable. « C'est vous qui avez reçu » murmura-t-il. Sophia hocha la tête. « J'ai son cœur, et Bella a eu une partie de son foie. On était très malades. Les médecins disaient qu'on avait presque plus de temps. » Isabella ajouta d'une voix tremblante, « Puis on nous a dit qu'un homme était mort et qu'il allait nous faire vivre. »
Gérald sentit ses yeux se remplir de larmes. Son fils n'avait pas seulement disparu. Sans le savoir, il avait laissé derrière lui 2 vies qui respiraient encore. Et cette vérité, aussi belle que cruelle, lui transperçait le cœur. Une voix de femme retentit derrière eux, mêlée d'inquiétude et d'urgence. « Les filles, qu'est-ce qui se passe ?» Gérald se retourna lentement. Une femme s'approchait à grands pas, le visage tendu, le regard déjà humide, avant même de comprendre la scène. Elle portait des vêtements simples, un manteau usé par le temps, laissant deviner une tenue médicale en dessous. Son visage était marqué par la fatigue, mais une douceur profonde s'en dégageait. Elle s'arrêta net en voyant Gérald à genoux devant ses filles. « Maman !» sanglota Isabella. « C'est le papa de Matthew, le papa de l'homme qui nous a sauvés. » La femme porta aussitôt la main à sa bouche, comme si l'air lui manquait. Ses yeux se posèrent sur Gérald avec une reconnaissance presque douloureuse. « Monsieur Blackwell, » murmura-t-elle, « je sais qui vous êtes. Après les greffes, j'ai essayé de comprendre d'où venait ce miracle. On m'a dit que vous ne souhaitiez aucun contact. Je n'ai jamais insisté, mais j'ai pensé à vous chaque jour. » Gérald tenta de se relever, mais ses jambes refusaient de le soutenir. La femme se précipita pour l'aider. « Je m'appelle Elena, dit-elle doucement, et voici Sophia et Isabella. Elles sont en vie grâce à votre fils. » Gérald leva les yeux vers les jumelles. Elles n'avaient rien de fragile. Elles respiraient la vie. Une main se posa instinctivement sur la poitrine de Sophia, comme pour sentir ce cœur qui battait encore, le cœur de Matthew. Ils s'assirent sur un banc à proximité. Les filles se blottirent contre Gérald sans hésiter, comme si un lien invisible s'était créé. Elena commença à parler, sa voix tremblante mais déterminée. Elle raconta la naissance prématurée, les diagnostics impossibles à entendre, les mois passés à l'hôpital. À 3 ans, elles étaient en train de mourir, dit-elle simplement. J'étais infirmière aux urgences. Je connaissais les chiffres, les statistiques. Je savais qu'espérer était presque cruel. Elle baissa les yeux. J'ai prié pour une chose que je n'aurais jamais dû demander. J'ai prié pour que mes filles vivent, même si cela signifiait que quelqu'un d'autre devait partir. Cette culpabilité m'a rongée. Puis elle releva la tête, les larmes coulant librement. Quand l'appel est arrivé, on nous a dit que les 2 greffes venaient du même donneur. Les médecins disaient que c'était presque impossible. 1 sur 1 million. Votre fils correspondait parfaitement. Gérald ferma les yeux. La douleur et la paix s'entremêlaient en lui. Matthew n'avait pas seulement donné la vie à ses enfants, il avait donné une raison de continuer à cette mère brisée. Et pour la première fois depuis 5 ans, Gérald sentit que la mort de son fils n'était peut-être pas seulement une fin. Les semaines qui suivirent passèrent sans qu'aucun d'eux ne sache vraiment quand Gérald avait commencé à faire partie de leur quotidien. Il ne s'était rien imposé. Il était simplement là, présent. D'abord comme une ombre bienveillante, puis comme une évidence. Il accompagna Elena et les filles pour de simples promenades, des après-midi silencieux dans des musées, des moments où il se contentait de regarder Sophia et Isabella rire, courir, vivre. Chaque sourire était pour lui une respiration retrouvée. Peu à peu, Gérald découvrit la réalité derrière cette famille debout par nécessité. Elena travaillait de longues heures à l'hôpital, enchaînait les gardes pour maintenir l'équilibre fragile de leur vie. Les greffes avaient sauvé les filles, mais les suivis médicaux, les médicaments, les déplacements laissaient des traces lourdes sur ses finances. Elle ne se plaignait jamais. Elle avançait, par amour, par fatigue aussi. Gérald observait tout cela en silence, le cœur serré. Il n'évoqua jamais sa fortune. À la place, il trouva des solutions discrètes. Une voiture fiable apparut comme par hasard, gagnée à un tirage local. Un soutien financier anonyme prit en charge ce que l'assurance refusait. Un appartement plus lumineux se libéra soudainement, avec un loyer étonnamment abordable. Elena acceptait, sans toujours comprendre, reconnaissante mais gênée. Gérald n'expliquait rien. Aider ainsi lui semblait naturel, presque nécessaire. Mais ce qu'il offrait avant tout, c'était du temps. Il assistait aux spectacles d'école, aux expositions de dessin, aux petites victoires ordinaires. Il apprit aux filles à jouer aux échecs, leur parla d'étoiles, de musique, d'histoires anciennes. Elles l'appelèrent d'abord « Monsieur Gérald », puis un jour, sans cérémonie, « Grand-papa ». Ce mot fit trembler quelque chose en lui, une émotion qu'il croyait à jamais perdue. À travers elle, Gérald retrouvait Matthew.
pas comme une ombre douloureuse, mais comme une présence vivante. Chaque battement du cœur de Sofia, chaque pas assuré d'Isabella, devenait une preuve silencieuse que son fils continuait d'exister dans le monde. Et dans cette renaissance inattendue, Gérald sentit naître en lui une décision plus grande encore. Il ne voulait plus seulement réparer une vie, il voulait transformer la perte en espoir pour d'autres familles. 6 mois après cette rencontre au cimetière, Gérald prit enfin la parole sur ce qu'il portait en lui depuis longtemps. Ce soir-là, les filles dormaient déjà, leur respiration calme emplissant l'appartement d'une paix fragile. Assis face à Helena, Gérald n'était plus l'homme silencieux et discret qu'elle connaissait. Il parla de Matthew, de ses convictions, de son besoin d'aider les autres, même quand personne ne regardait. Puis il parla de sa décision. « Je veux créer quelque chose en son nom, pas un monument figé, mais un soutien vivant. Une fondation pour les familles confrontées aux greffes pédiatriques, pour couvrir ce que les assurances laissent derrière elles, pour que personne n'ait à choisir entre l'espoir et la ruine. » Helena pleura sans retenue. Elle comprenait mieux que quiconque ce que cela signifiait. Gérald lui proposa de diriger ce projet, non par charité, mais parce qu'elle incarnait exactement ce que cette mission devait être. Ensemble, ils donnèrent naissance à la fondation Matthew Blackwell. Rapidement, elle devint un refuge pour des centaines de familles, un lieu où la peur était accueillie sans jugement et où l'aide arrivait avant le désespoir. Derrière le bâtiment, Gérald fit aménager un jardin du souvenir, un espace simple, apaisant, où les familles de donneurs plantaient des arbres et où les receveurs venaient remercier en silence. Au centre, une plaque portait une phrase que Matthew aimait répéter. Une vérité devenue héritage. Les jumelles y passaient souvent du temps, comme si ce lieu faisait désormais partie de leur histoire. Les années passèrent. Sofia développa un amour profond pour la musique. Elle apprit la guitare avec une passion instinctive, convaincue que ce cœur qu'elle portait aimait déjà les mélodies. Isabella, elle, se tourna vers la médecine, parlant avec sérieux de devenir un jour chirurgienne. Lors du 5e anniversaire de leur rencontre, ils se retrouvèrent tous au cimetière. Entourés de familles aidées par la fondation, Sofia et Isabella chantèrent une chanson qu'elles avaient écrite. Une chanson sur le don, sur l'amour qui survit à la mort. Gérald écoutait, les larmes aux yeux, mais le cœur apaisé. Il avait perdu un fils, mais trouvé une famille, une mission, une raison de continuer. Ce soir-là, en regardant une photo de Matthew à côté d'une autre, où il riait avec les jumelles, Gérald comprit enfin. L'amour ne disparaît jamais, il change de forme, il se transmet, il guérit. Et parfois, à travers la perte la plus cruelle, il donne naissance à quelque chose d'éternel. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un j'aime et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. Desse tauk, qui fait si qui trouve des